Pour la présentation de cette édition d'information, Wilman Belzin sur la mise en onde au micro d'Arbouze, Figaro et Marie-André Bélange. Bonjour Marie-André. Bonjour d'Arbouze, bonjour à tous. Et pour débuter cette édition d'information, le président Jovenel Moïse a effectué hier ses premières nominations au sein de l'administration publique. En effet, l'ex-ministre de l'économie et des finances Wilson Lalo est le directeur de cabinet du chef de l'État avec rang de ministre. L'ex-ministre de la planification Yves-Germain Joseph a lui été nommé secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Également, le chef de l'État a également nommé Rénal Lubéris, secrétaire général du Conseil des ministres, alors que l'ambassadeur Marc-Marie-Yves Mazil revient à la tête du service de protocole du Palais national. Le président Jovenel Moïse annonce la poursuite des consultations avec les présidents des deux branches du Parlement afin d'arriver au choix du nouveau Premier ministre, un choix qui, selon lui, se fera dans le calme et la sérénité. Il dit avoir besoin d'un chef de gouvernement capable de faire atterrir sa vision, le président Jovenel Moïse. Nous avons travaillé, consultation après, nous avons réuni avec le président de Chambio. Nous avons travaillé sur des critères, et les critères simples, et nous croyons que la présidente a connu. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'un Premier ministre qui va là pour servir. Et gens, les démissions, Premier ministre Nexidil, le gouvernement ça a été là pour faire l'élection, de réaliser mission par. Nous-mêmes, nous sommes là, le gouvernement parlementaire, il va là pour faire atterrir vision, pour faire atterrir projet de campagne, programme. Il est important, dans le choix du Premier ministre, il faut nous très calme, il faut nous très serein pour que nous ayons un Premier ministre qui soit exactement capable d'accomplir la mission. Parce que, comme je dis, il y a pile de difficultés, il y a pile de problèmes, mais si jamais même moi te dit encore dans la campagne, dans le discours d'investiture, nous baisser le train de vie de l'État, j'aime ce pas la ministre là, nous faisons des rentrées qui supposées faites, moins pensées, il y a pile de bagages qui sont faites. Le président de la République, Jovenel Moïse, pour le président du consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph, le prochain Premier ministre doit être compétent, un rassembleur capable d'inspirer confiance à la classe politique et à la population. Il doit également avoir la capacité de matérialiser la vision et le programme politique du chef de l'État, Jean-Tel Joseph. Nous ne pouvons pas parler pour l'instant de formation gouvernement. Pour la simple bonne raison, la Constitution pays a clairement dit c'est le président de la République là qui a une mission pour lui concerter avec le président des chambres pour désigner une personnalité. Donc, nous sommes capables de parler de qui profil nous-mêmes nous pensons une personnalité qui a gagné aujourd'hui pour le Premier ministre, mais nous ne pouvons pas parler de formation gouvernement parce que nous ne pouvons pas arriver dans ce point ça. Premier bagaille, il faut que c'est un Premier ministre qui est loyal d'abord avec le président de la République là. Le président Jovenel fait campagne autour d'un projet. Côté que il veut convaincre la population, il n'est pas capable de Premier ministre qui peut aller dans le sens contraire avec lui. Deuxièmement, il faut que son Premier ministre qui ait compétence pour adresser le problème paysan parce qu'aujourd'hui en Haïti, tout est prioritaire. Problème gangou, problème misère, problème insécurité, problème grand sud là qui crasé. Donc nous avons un ensemble de priorités devant nous aujourd'hui. Il faut que son Premier ministre, tout qui ait capacité pour dialoguer avec tout le monde et qui est capable d'inspirer confiance à la classe politique là d'abord et population en général. Le député Reynald Exantus, membre du bloc des parlementaires issus des partis politiques Vérité, OPL et Alliés, exige le respect des prescrits constitutionnels dans le cadre du choix du prochain Premier ministre. Le député de l'Esther, qui dit toutefois reconnaître que le contexte politique doit être pris en compte, souligne que cette personnalité doit avoir la capacité de réunir tous les secteurs afin d'œuvrer au développement d'Haïti. Quant au discours d'investiture du président Jovenel Moïse, le parlementaire affirme qu'il faut attendre l'énoncé de politique générale de son Premier ministre pour se faire une idée des principales priorités de la nouvelle administration. Nous l'écoutons. Qu'on
Constitution dit, il y a des critères qui définissent pour le ministre. Mais donc, on va ajouter des critères politiques, est-ce que sont hommes de parti, est-ce que sont habitués à réfléchir sur de grands problèmes que le pays a gagné. Donc, c'est ça qu'on a ajouté comme critères additionnels. Mais, pour faire là, a priori, il est inscrit dans la Constitution. Dans les critères politiques, vous êtes capable de garder, je veux dire, par rapport à différents problèmes que le pays a fait face là, qui ont fait que différentes élites pays, élites politiques, élites économiques, élites intellectuelles pays, pour y chita, qui sont capables de dégager, on va ensemble, et bagager ça, la tourner autour d'un pacte de modernité, qu'il avait question de vision et l'âge, et qui va voir comment on va l'aborder question politique pour permettre que force politique, force sociale, qui sont capables de mettre ensemble pour faire Haïti, une fois encore, l'éviter les sur scène de modernité comme pays, comme État et comme président, les bons discours, qui renouvelent ça dans la campagne, pour connaître, et ça va le traduire concrètement dans la déclaration de politique générale, chef gouvernement que le bien pour le désigner dans le jour. Et c'est après ça, on va le valider. C'est avec jeu parlementaire, avec jeu démocratique là, dans le sens que nous y a là. Le député de l'Estea qui se prononce par ailleurs en faveur de la mise en place au plus vite du Conseil électoral permanent suivant l'article 192 de la Constitution amendée. Le parlementaire admet toutefois que la Constitution n'a pas élucidé les procédures pour désigner les 9 membres du CEP. Aussi, Reynald Exantus annonce-t-il le dépôt sous peu à la Chambre basse d'une proposition de loi d'interprétation de l'article 192 de la Charte fondamentale. Nous l'écoutons à nouveau. Concernant une note administrative que l'état exécutif n'a pas été fait sortir, concernant l'élection avec. De deux côtés, le bulletin a été changé, etc. Donc ça fait problème, notamment sous commune de Delma avec une section d'Elma ce matin, parce que c'est pas normal pour que je dise si on est en ville qui vote en Kazek, parce qu'administrativement, on n'est pas sous obédience autorité Kazek là. Donc dans ce sens-là, on a fait attention à ça pour nous dire, toute poussée verbale qui soutient dans le bureau, côté que tout autorisé mon en ville voter Kazek pour mettre à l'écart de poussée verbale ça et pour que dans la prochaine élection, pour qu'il y ait des corrections nécessaires du point de vue logistique et administratif pour ça va arriver encore. Article 192 Constitution qui dit mais qui pouvoir qui de participer à la mise en place du Conseil électoral permanent, c'est nous pour les 3 pouvoirs, pouvoir judiciaire 3 membres, pouvoir exécutif 3 membres et pouvoir législatif et 3 membres, le Parlement. Maintenant, il n'est pas dit le comment désigner ces 3 membres-là. Donc ça, on a réfléchi sur lui et très prochain dans le jeu là-haut, nous allons déposer un texte officiel pour nous parler des procédures, de manière pour arriver à choisir ou à désigner dans différentes échelles de pouvoir qui doit vouer à représenter. Et deuxièmement, d'un côté, le parler de mandat de 9 ans, qui pas renouvelable, et de l'autre côté, le parler du renouvellement de parties de tous les 3 ans. Donc, cela, comme on compte chercher une régulation autour de cycle de 3 ans. Donc, ça a demandé tout un dispositif légal. Le député de l'Esther, Reynald Exantus. Les résultats définitifs des élections du tiers du Sénat pour les 5 départements dans lesquels il n'y a pas eu de contestation ont été publiés hier dans le journal officiel Le Moniteur. Les pouvoirs des élus concernés, Patrice Dumont, Kidler Augustin, Denis Cadeau, Jean-Rigaud Bélizère et Garcia Delva, devraient être validés mardi, avait annoncé jeudi le président du Sénat, Yuri Latortue, et la direction exécutive du Conseil électoral provisoire, dans une note de presse, informe que les certificats seront remis aux 5 sénateurs élus n'ayant pas fait l'objet de contestation suite à la publication des résultats préliminaires du second tour des élections du tiers du Sénat du 29 janvier. Sont invités à retirer donc leur certificat au siège de l'institution à Pétionville. Cette activité se déroulera le lundi 13 février de 10h du matin à 12h30 au siège de l'institution à Pétionville. Le CEP annonce la publication des résultats préliminaires des élections du 29 janvier 2017 pour les Kazek. Dans une résolution adoptée par les 9 membres du Conseil, l'institution informe qu'il a été décidé d'écarter les bulletins utilisés dans les bureaux de vote placés dans les zones urbaines pour voter aux élections des AZEC et des Kazek. Et concernant les résultats préliminaires des élections du 29 janvier pour les Kazek,
Le Conseil électoral provisoire annonce que ces résultats seront immédiatement affichés sur le site du Conseil électoral www.cephaiti.ht, sur la page officielle Facebook et sur son compte Twitter de l'institution. Ils seront également disponibles à la direction des opérations électorales 6 à la route de Frères à Pétionville au numéro 133 au niveau de tous les bureaux électoraux départementaux, BED et bureaux électoraux communaux. De la même veine, la directrice de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, Jocelyne Colanoël, appelle à l'organisation au plus vite des élections indirectes, des élections qui, selon elle, sont d'une grande importance pour le pays. Jocelyne Colanoël s'est félicitée par ailleurs de l'organisation des élections du 29 janvier. Elle dit cependant relever des failles qui méritent d'être corrigées à l'avenir. Jocelyne Colanoël au micro de Daphné Gédéon. Commission Justice à la Paix, il a observé l'élection avec 797 observateurs qui étaient répartis sur tout le territoire pays. Et observation, une fois encore, montrez-nous qui genre journée vote là, l'ITE pour l'ITE organisé. Et l'ITE permet de nous tout quelques failles qui toujours paraissent dans le processus là ou bien dans l'organisation journée, nous croyons qui méritait corriger. Mais il y a une faille qui c'est des failles qui t'es là, t'es toujours là, ou t'es capable de dire, c'est des failles qui plus structurelles et c'est ta décision structurelle tout qui t'a pour prendre pour capable corriger question ça. Alors dans ce sens ça, Commission épiscopale nationale justice à la paix, lui a pas recommandé dans un temps limite pour les efforts qui fait pour compléter le processus là avec organisation élection indirecte. Faut que bien expliquer population qui ça élection indirecte yoye, importance élection ça yo gagné dans nomination juge yo, dans mettre en place conseil électoral permanent. Nous demandons tout pour ONI, Office national d'identification, pour lui refaire registre électoral yo. Nous demandons tout pour mettre sous pied conseil électoral permanent en façon indépendant d'après Jean Constitution 29 mars 87 la dit. Et c'est pas Constitution amendée pour appliquer, non mettez en place conseil électoral permanent. Parce que Constitution amendée li retire droit dans mes citoyens pour les capables participer, non mettez conseil électoral permanent, leur centraliser à faire choix pour moun qui pour venir dans le conseil électoral permanent seulement au niveau exécutif, législatif avec judiciaire. Nous pour tout, il doit mettre sous pied la cour électorale qui doit séparer. Merci de nous être fidèles. Bienvenue, madame, monsieur, dans la deuxième partie du journal. Les responsables du consortium national des partis politiques haïtiens entendent utiliser toutes les voies légales pour arriver à la libération du sénateur élu de la Grand'Anse Guy Philippe, arrêté puis extradé vers les États-Unis le 5 janvier dernier. Le président de cette structure, Jean-Tel Joseph, annonce en ce sens un sit-in devant l'ambassade américaine mardi prochain. Les dirigeants du consortium en profiteront pour remettre à l'ambassade une lettre adressée au président américain Donald Trump, dans laquelle ils expliqueront clairement le motif principal de l'arrestation de Guy Philippe qui serait politique. La déclaration de Jean-Tel Joseph au micro de Diego Scholl. Nous pourrons utiliser tous les moyens légaux pour nous forcer à respecter Haïtiens. Et pour raison ça, jour 14 février 2017 là, nous tous consortium là, partisans, sympathisants nous, n'a présent devant l'ambassade américaine en Haïti. Premièrement, nous pourrons remettre l'ambassade là en lettre pour le président Donald Trump. Dans lettre ça, nous expliquer quantité de désordre équipe démocrate là fait en Haïti. Nous montrons des raisons politiques qui cachent des dos kidnapping sénateur Guy Philippe. Nous allons montrer que sénateur Guy Philippe, en tant que nationaliste, qui t'a pral goumer dans le Parlement pour respecter la souveraineté nationale, t'a pral poser problème, paquet terre que M. Clinton possédait dans le plateau central. Et on paquet l'autre côté dans le pays, on paquet bien
qu'elle prend. Moi, attendez, président Sénat républicain, l'honorable sénateur Yuri Latoti, on sait le bagay m'a dit, le sénateur Yuri est le président du Sénat, mais le président du Sénat n'a pas de pouvoir pour le décider pour l'Assemblée. Au niveau de la Chambre des députés, question sénateur Guy Philippe là, est déjà à l'ordre du jour. Séance ça, son séance qui est en continuation. N'attend qu'au niveau de la Chambre des députés, que question ça à débattre et vote fait sous lui. Et c'est même gens au niveau Sénat, je dis en bataille pas nous, n'a fait campagne avec tout allié que nous gagnons au niveau du Sénat de la République pour nous assurer nous que le dossier sénateur Guy Philippe là, il vient à l'ordre du jour. Mais m'a précisé pour vous, le fait que sénateur Yuri lui dit dossier sénateur Guy Philippe là, faut que Guy Philippe t'a là en personne pour validation pouvoir fait, ça ne veut pas dire pour autant que le Sénat de la République lui opposé au retour du sénateur Guy Philippe. Même là, en fonction de qui ça, est-ce qu'il y a une provision légale pour valider le pouvoir Guy Philippe en absence? Constitution pays noir est claire. Le mandat appartient au parti. Si le mandat lui appartient au parti, siège là, c'est pour parti en qui est lié. Donc, on est capable de valider le pouvoir. Il y a une hypothèse côté que le pouvoir est arrivé validé dans le nouveau Sénat. Ça va arriver par la suite. En principe, c'est le Sénat qui va le dire, ça va venir par la suite. Mais ce qui est important, c'est que nous avons un siège au niveau Sénat en tant que parti politique. OK? Donc, nous tenons à ce que pouvoir ça, les valider. Pour le reste, c'est le Sénat, c'est le Parlement qui a décidé. Le président du Consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph. Un procès symbolique concernant l'arrestation de citoyens haïtiens remis à la justice haïtienne a été organisé hier au palais de justice de Port-au-Prince, une initiative du barreau de la capitale. Maître Joseph Gerdi Lissade et Napoléon Loture, qui représentaient la partie demanderesse, dénoncent une telle pratique, soulignant que, selon l'article 41 de la Constitution, l'État haïtien a pour obligation de protéger ses citoyens. Maître Daniel Jean et Jacques Auxilus de la partie défendresse approuvent une telle démarche, évoquant les traités signés par Haïti sur ce dossier. Écoutez un extrait des interventions de Maître Napoléon Loture de la partie demanderesse et Maître Daniel Jean de la partie défendresse au micro de Lovely Stanley Numa. Pour quelque motif que ce soit, nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité. Voilà l'article 41 interdit aux autorités haïtiennes de transférer, de déporter un citoyen haïtien vers un autre pays étranger au fin de le juger. Sur le plan international, nous avons dit que l'État haïtien a signé un ensemble de conventions et il les a ratifiées par la suite et que ces conventions garantissent des droits aux citoyens haïtiens et même des étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République d'Haïti. Et si, lorsque nous prenons par exemple l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé et ratifié par la République d'Haïti, il y a dit ceci: les États partis au présent compact s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus qui se trouvent sur le territoire et relevant de leurs compétences les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Ok, le tribunal est édifié. Merci, maître, nous sommes édifiés. Je passe la parole à la défense. C'est des points résumés. La défense donne la parole. Sur le droit international, il a dit clairement dans la Convention de Palerme, dans la Convention de Genève, dans la Convention de New York, eh bien, lorsque il n'y a pas de base de convention bilatérale, eh bien, les textes de la Convention s'imposent. Maintenant, on a confondu tous les termes, déportation et extradition. Écoutez, ce que vous avez lu là tout à l'heure, Napoléon, parlait de déportation. Déportation, c'est prendre le citoyen, de l'éloigner loin de son pays. L'extradition, non seulement il y a une clameur publique, non seulement il y a une notice internationale de l'Interpol, parce que souvent encore, on dit de manière propre au mandat Interpol. Non, Interpol n'émet pas de mandat. Interpol émet des notices, des avis qui sont rouges, lorsqu'on vous prend directement, on vous amène, des avis qui sont jaunes, lorsque on vous demande de faire la saisie provisoire et de garder, et des avis qui sont verts, etc., etc. Maintenant, il faut savoir comment a-t-on
ont pu arriver à mettre la main sur ces Haïtiens. Peu importe leur degré d'implication politique ou professionnelle en Haïti, le fait est que s'ils sont poursuivis par la justice internationale, eh bien, il faut qu'ils soient saisis et remis à la justice. Haïti accueillera du 6 au 9 décembre 2017 le 32e congrès de la Conférence internationale de tradition juridique commune qui se déroulera autour du thème « Le rapport entre le droit et l'économie ». L'annonce a été faite hier vendredi par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston. Environ 1500 avocats issus de 44 pays membres de la CIB prendront part à ces assises, a fait savoir Maître Gaston. Nous l'écoutons. Jodia n'a lancé officiellement campagne pour que nous recevoir la CIB en Haïti. Donc, qui est la CIB? CIB, c'est Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune qui regroupe 44 pays du monde entier, des 5 continents, qui gagne 120 barreaux et qui tout ont un statut d'observateur auprès de l'OIF. Donc, pour CIB année ça, nous avons en Haïti environ 1500 personnes. 1500 personnes, la majorité, c'est des avocats. Nous avons un pile monde qui vient d'une institution internationale qui est présent avec nous en Haïti. Et pour nous-mêmes, CIB représente beaucoup. Parce que Haïti sont pays qui ont pile problème, Haïti confronté à pile difficulté. Présence CIB en Haïti veut dire beaucoup. Ça veut dire que son pays que moun ka vinn là-dedans, son pays qui a attiré tourisme, c'est bien l'occasion pour que ensemble de hôtels nous gagnent pour au Prince yo même accueillir en pile visiteurs. C'est bien l'occasion tout pour que restaurants fonctionnent, pour que les bars, les nightclubs eux même recevoir moun. C'est bien l'occasion tout pour les commerces en général, pour l'artisanat, yo capable eux même ont souffle par rapport à la situation économique que nous connaissons. Au cours de CIB, nous allons porter travaux sur le droit et l'économie parce que nous conscients que nous avons de graves problèmes en matière d'économie. Nous n'avons pas qu'à attirer investissement. Pour année, ça a annoncé une croissance qui est pratiquement nulle. Donc, il était nécessaire à ce que nous mettions les projecteurs sur Haïti. Et un secteur véritablement capable d'aider Haïti, c'est le secteur de l'économie. Donc, les travaux de la CIB porteront sur le droit et l'économie. Et CIB n'a organisé dans Haïti du 6 décembre au 9 décembre 2017. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de l'annexe du parquet de Port-au-Prince à l'Arcaïenne n'a pas eu lieu. Une situation dénoncée par la mairesse de la commune, Rosemilla Petit-Frère, qui pointe du doigt le président Jovenel Moïse qui se serait opposé à cette activité. Écoutez les précisions de la mairesse Rosemilla Petit-Frère au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. 6 mois depuis nous installés et que nous écrit le ministère de la Justice que je nous demandé pour que lui retourner avec annexe paquet que nous avons là. Parce que nous estimons, je dis, si on fait un mandat à carrière, il doit monter Port-au-Prince pour le viser pour un mandat ça capable valable. Le ministère de la Justice répond non et que yo favoriser à ce que annexe paquet lui retourner. Tout arrangement fait, local là, le ministère a fait peinture, yo voyé meuble, yo fait transfert commissaire yo. Malheureusement, dans la dernière minute là, le ministre en personne a relé nous pour dire que il y a des petits problèmes pour l'inauguration faite matin. Nous cherchons à comprendre ça bien, parce que le ministre a oublié son ministre qui démissionnait, mais il ça voulait continuité de l'État. Oui, ministre de Justice, matin, il a organisé une conférence call ensemble avec moi, avec le directeur général ministère, pour qu'il ait demandé au directeur pour qu'il vienne faire l'inauguration. C'est dans la dernière minute là, nous apprenons que le président dit qu'il y a une objection sur question annexe paquet à Kaya pour le camper sur toute activité. Alors que toute population qui est là, tout député là, tout notable là, tout juge là, tout commissaire des communes là, elle dit arrondissement réuni là matin local là. Jusqu'à présent, on n'a pas la voie là. Nous tout nous là, nous ministère de la Justice qui a venu pour réouverture locale et annexe paquet à Kaya. Magistrat Petit-Frère, en clair, expliquez-nous qui sont comprendre pour qui ça président Moïse a pris une décision comme ça. C'est hier soir, le ministre fait nous connaît, il y a un membre de l'équipe président qui relève, qui dit que yo apprendre que bon activité matin à carrière côté que après l'ouvrir annexe paquet, président a objection sur ça. Et ministre dit que il demandé aussi président a objection que yo écrit pour ta dire pour camper et yo pas jamais écrit jusqu'à matin. Bon ministre son ministre qui pour aller par contre pour comprendre ça la vivre et que dans dernier moment là, le ministère fait sortir une note pour dire que yo camper sur activité pendant que tout invité déjà là, il y a le ministère de la Justice pour ta venir pour inauguration paquet. Encore une fois, et je pense que c'est population chelloise continue à victime de pouvoir être calée parce que les autres après aller autres qui ont une cigarette lui dans nous côté que c'était la population ça aux abois côté que petit peuple là c'est une nourrir et je dis au fait pareil parce qu'on commence à taper nous et population nous prenons note pour mettre en autorité qui dans zone non qui ensemble avec population nous dit on travaille nous bon côté parce que nous connaissons bagaille pas carité. Mais est-ce que bon ou dit jusqu'à présent nous là ça veut dire nous pouvons fixer une nouvelle date pour toute autorité
là, nous là, toute population là, n'attend parce que nous ne pouvons pas jamais les nous dire, c'est dans la radio nous attendre que la presse dit que nous campons sur l'activité. Le président Jovenel Moïse a effectué hier matin une visite au ministère de l'économie et des finances, une visite surprise pour faire peur au ministre sortant Yves-Romain Bastien et les cadres du ministère de son engagement de garantir la bonne marche des institutions, la sérénité et la stabilité au niveau de l'État, a dit Jovenel Moïse. Le chef de l'État a expliqué qu'il s'agissait aussi de rassurer les employés qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il a en outre indiqué avoir félicité le ministre démissionnaire, les directeurs et les autres cadres du MEF, dont la majorité était déjà en poste au moment de sa visite. Le président Jovenel Moïse au micro de Léon Kercivil. Je toujours dire pendant toute campagne, nous sommes président qui va nous servir. Un bon président qui va jouir de ça que l'État a comme avantage. C'est pour ça matin, j'ai décidé de venir dans le ministère des Finances. C'est un ministère qui est important pour le pays. Je passe, je fais une visite surprise et il faut me dire pour toute nation qu'on est, je suis étonné. Parce que il n'y a personne qui connaît 10 minutes avant de m'arriver là comme d'abord. Je suis un jeune ministre dans la place. Je rejoins une majorité directeur dans le poste pour employer à niveau budget, trésor, comptabilité publique. Moi, je presque 90% employés dans le poste. Moi, je pense que le modèle, ça, administration publique, l'autre ministère, pas capable de suivre, il connaît que l'État travaille de 8h à 4h. Et il dit, il faut qu'on vienne dans le bureau à 8h, parce que 8h, c'est ça qui permet au bail pays, au bail citoyen au service. Moi, profiter pour me dire visite par tout, c'est pour me venir 10 ministres, pour me venir 4 qui sont dans le ministère, non fonction par moi. Moi là pour me garantir l'institution. Moi là pour permettre la continuité de l'État sur la réalité. Moi là pour créer sérénité avec stabilité dans l'État. Moi j'ai toujours dit, j'aime dire dans le discours d'investissement, jamais, plus jamais, nous ne sommes pas d'accord que l'institution est instrumentalisée. Le ministre de l'économie et des finances démissionnaire Yves-Romain Bastien salue une bonne initiative à travers la visite du nouveau chef de l'État qui entendait, dit-il, s'enquérir du fonctionnement du ministère et des cadres sur lesquels son administration peut compter. L'économiste Yves-Romain Bastien affirme justement avoir présenté au président Moïse des cadres du MEF qu'il côtoyait depuis 10 mois et qui font bien leur travail. Écoutez les déclarations du ministre de l'économie et des finances démissionnaire Yves-Romain Bastien. Bon, avec grand plaisir au matin, ça traduit tout simplement le président veut qu'on ça passé, qui j'ai ministère pour rouler, qui ça gagné et sur qui mon a compté. Moi je présente les cadres d'un ministère qui travaille avec moi depuis tantôt 10 mois et qui font leur travail. Donc pour moi c'est une très bonne chose que le passé, je souhaite que j'ai opportunité pour visiter l'autre ministère, mieux comprendre ça gagne dans le pays dans une perspective pour programme capable de chita sur ça qui existait. Parce que quel que soit côté où aller, il faut qu'on ait côté sorti. Donc l'important que le président est passé, m'apprécier ça, il me dit encore merci que le matin. Le ministre de l'économie et des finances, Yves-Romain Bastien. Peu après sa visite au MEF, le président Jovenel Moïse s'était rendu à Fond Parisien où il a participé à l'inauguration d'un fast-food au centre commercial public de cette section communale de Gantier. Jovenel Moïse a, dans son intervention, rappelé qu'il était présent au lancement des travaux de construction de ce marché public et a fait ressortir la nécessité d'exécuter un tel projet dans d'autres zones du pays. Il a dans la foulée promis de doter les communes et les sections communales des moyens nécessaires pour répondre à leurs besoins. Une promesse qu'il dit vouloir commencer à honorer au prochain budget rectificatif. Non l'écoutant. Je ne suis pas dans la politique du tout. Moi, je viens là, je suis dans le début de construction. Moi, je dis ministre qui t'a invité maintenant. Moun sa yo un gros bagage dans la tête. Ma chère a beaucoup défini. Je dis comment. Je dis me comprendre. En matière d'assainissement, ça est pour Kembe, on côté propre. Vision ça qui vient dans le marché ça, son vision pour nous répliquer dans tout marché public dans le pays. Là, le marché a commencé. Jodi, moi je viens dans l'inauguration marché. Il y a pile de monde qui ne comprend pas sens ça. Jodi, on président de la République déplacé, les vient dans l'inauguration au marché. Mais ça me voulait pour le peuple haïtien qui a regardé là, qui a entendu me comprendre. L'un des dit nous allons continuer, nous allons corriger, nous allons innover. Ça, c'est une innovation. Pour qui ça, dans le marché public, en Haïti, pas un bloc sanitaire. Ça veut dire pas une toilette hygiénique pour mon servir.
Pour qui ça, nos marchés publics en Haïti, pas un bon côté ou capable de faire transaction l'argent? Pour qui ça, nos marchés publics en Haïti, pas un bon restaurant? Nous bon pouvoir, nous pas bon pouvoir mal jouer. Parce que le pouvoir, nous c'est pour nous, c'est nous bon. Moi, songez, le Mokai m'a parlé devant 45 000 personnes. Tout le monde a dit seul bagage carnaval. Moi, offrir carnaval là au Caille. Mais pour une raison, pour l'autre, on va toujours joindre en résistance. Pays a trop d'hypocrisie, il faut nous regarder l'autre dans les yeux. Nous tous avons fait solidarité avec Okaï. Il y a des gens qui ont dit que tu as caisse locale pour Okaï. Je dis, pour qui ça nous pas fait solidarité avec les gens dans le sud? Pour nous arriver, si on a 15, 20, 30 millions de gouttes qui arrêtent la caille, aidez-vous pour 15, 30, 20 millions de gouttes qui arrêtent la caille. Je dis, moi, dans le fond parisien. Problème que sénateur se dit, magistrat qui dit que les cahiers de charge, m'a demandé pour le préparer parce que dans le budget rectificatif là, moi je veux tout pays à représenter. C'est pour une faveur l'État fort magistrat. Moi-même, moi pareil. M'a cahier de charge 140 communes pays. M'a et faut que vous reflétez le problème toute section communale parce que section communale en dans commune yo. Je ne vais pas faire campagne avec lui. Je vais faire une campagne qui est modeste. Je ne vais pas faire campagne avec énergie. Mais je dis, on a travaillé sur l'électrification rurale. Les gens qui vivent dans la section communale, il y a 572 sections communales dans le pays. C'est mon yo. Même Jacques, nous, faut que ce n'est pas l'autre tête gridable avec gazoil pour bouler la caillou. Le maire de Gantier, Kéléa Polinis, s'est félicité de la participation du chef de l'État à cette inauguration. Il y voit le début d'une nouvelle ère pour cette section communale, appelant les habitants de la région à œuvrer au bon fonctionnement du marché. Le sénateur de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, originaire de la commune de Gantier, qui était présent également à cette activité, n'a pas caché sa satisfaction et en a profité pour appeler à l'aide du chef de l'État afin de résoudre certains problèmes auxquels la zone se trouve confrontée. Écoutez tour à tour le maire Kéléa Polinis et le sénateur Jean-Renel Senatus. Si première apparition, excellence nous, Jovenel Moïse fait l'enfant parisien, malgré difficulté, malgré tout le temps qui passait, nous qu'a dit fonds parisien qu'on chance encore. Nous qu'a dit qu'on vent changement qu'a soufflé sur fonds parisien. Je devine à n'importe deux faits là, pour me débattre président doléance nous. Je demandé pour le président d'avoir une chance, qu'on est après pour nous rencontrer avec elle, et puis pour nous parler besoin de fonds parisiens. Donc, gros marché miracle, c'est un plus gros marché, nous avons dit qui gagne en Haïti. Il offre nous trois possibilités. Si nous regardons la sécurité, nous regardons pour nous gagner possibilité pour un pile job pour marchand venir vendre et puis n'a dit inscription. Une raison moi-même là je dis nous qu'a dit marché ça c'est un miracle. M'a demandé pour tout le monde fond parisien, monde dans commune Gantier pour nous mettre nous ensemble pour nous voir comment nous te brasser l'idée pour nous voir comment nous arriver fait marcher ça, vin travail, Jean doit fonctionner. Moi, je suis en pile pour la matin parce que le président Jovenel prêtait serment le 7 février. Premier côté, le vin la caille moi Gantier, la caille moi Font-Parisien. Ça fait plaisir. Font-Parisien, moi content parce que j'ai 1 an depuis ma bataille à pouvoir central Port-au-Prince. Pour me demander pour l'ouvrir, tribunal de paix Font-Parisien. J'ai 1 an depuis m'a demandé pour mettre bureau qui a 4 identifications pour Parisiens pour l'ouvrir. J'ai 1 an depuis m'a demandé pour nommer officier d'état civil pour Parisiens. Quand tu es dans toute commune, non, président, j'ai 2 ans depuis magistrat Chris Nolmoui qui fait officier d'état civil. Monsieur Oulem non farine jusqu'à présent, l'être là non primature, il n'y a pas jamais signé un petit moun ici. Il y a plus que 2 ans, il n'y a pas qu'à gagner Baptiste. Ça, lui fait me content. Lorsque ma président m'a fini, me dit toujours une bagaille là. D'ici lundi, si Dieu veut, bagaille yo pral débloquer pour Gantier et Parisien. Président, on rivière qui est l'élastique en haut là. N'importe jour qu'a dormi demain matin, on cherche Parisien ou pas well. Parce que l'élastique là, c'est une menace liée pour Parisien. On connaît le gouvernement pour monter.
même tout mettre ça dans le président, nous allons travailler ensemble pour le ministère PTC arriver, pour nous connaître qui travaille nous allons faire sous la stick là. L'Office de management et des ressources humaines a organisé hier vendredi une première conférence publique à l'intention des universitaires, laquelle activité a eu lieu autour du thème réforme administrative, avancées, enjeux, défis et perspectives. Plus d'une centaine d'étudiants y ont pris part. Cette conférence s'est déroulée dans les locaux de l'Université de Port-au-Prince, compte rendu Michelot Xavier. Cette première conférence publique de l'Office de management et des ressources humaines visait à informer les étudiants en administration publique, notamment sur le rôle de l'institution dans le pays et son importance dans le processus de réforme de l'administration publique. Antoine Verdier est le coordonnateur général AI de l'ORMRH. Nous voulons que la fonction publique l'a changé. C'est eux qui vont venir à un moment donné remplacer dans sa affaire. Ils sont plus sensibles à sa affaire. Et que quand il y a les barres en l'air, la fête, tout le monde au courant de sa affaire. Vous nous parlez de programme cadre de la réforme de l'État. Nous allons faire en sorte que l'administration soit plus efficace, qu'il y ait de meilleurs possibles. Nous allons faire en sorte que les ressources humaines soient efficaces, parce que nous ne pouvons pas le chercher n'importe qui. Ce n'est pas parce que moi, mes figures, c'est parce qu'on a une qualification qui fait. Cette formation s'étendra aux étudiants des différents centres universitaires du pays, a indiqué Antoine Verdier, qui sollicite l'accompagnement de l'État dans le cadre de cette activité. Nous-mêmes, nous commençons parce que quelque part, ils sont plus sensibles, mais toute l'autre université, on a profité au même base. Nous allons le faire en commission, côté nous allons faire en sorte que l'ENAP, qui est en fonction publique, qui je vais faire partenariat à toute l'autre université. Parce que de toute façon, l'université publique n'a pas qu'à prendre toute poulie. Le recteur de l'université de Port-au-Prince, Gérard Dorceli, n'a pas caché sa satisfaction pour la tenue de cette première conférence publique au local de l'UP. Selon lui, cela est plus que nécessaire pour sensibiliser les jeunes afin qu'ils comprennent l'importance d'une bonne réforme de l'administration publique. Gérard Dorceli. L'Office de management et des ressources humaines nous a annoncé que ces fonctionnaires allaient venir ce matin pour donner leur première conférence. Nous avons été vraiment très heureux, très contents, que nous avons trouvé très instructif, très intéressant, très important pour les étudiants et pour nous autres parce que, au fond, nous n'avons pas encore formé les techniciens pour gérer la ressource la plus importante, la ressource humaine. Claudel Pierre-Louis et Emmanuel Villissin Junior, deux étudiants de l'UP ayant pris part à la conférence, se sont également montrés très satisfaits. Je participe avec un sentiment de satisfaction parce que c'est dans le je ne pas connaître un bagage comme ça, je prends un paquet de bagages qui je suppose qu'on est à l'avenir, dans la deuxième, troisième année, donc nous allons prendre un pile de bagages aujourd'hui dans cette activité comme ça, nous recevons très bien en tant qu'étudiants. Domaine de réforme de l'État très important pour la société. Si on a considéré que la population a des difficultés pour une série de services de base qui ont besoin et l'objectif au MRHAP organiser réforme ça, parce que c'est un appel à tout étudiant pour participer à nos activités comme ça. L'Office de management et des ressources humaines est sous l'autorité du Premier ministre. Elle a pour mission de piloter et de coordonner l'action gouvernementale relative à l'organisation, au fonctionnement, à la performance, au développement et à l'efficience de l'administration et de la fonction publique. Michelot Xavier, Vision 2000. Merci Michelot Xavier. Autre information à ce journal, les responsables du GER dénoncent une nouvelle pratique qui se développe sur la frontière haïtiano-dominicaine ces derniers jours. En effet, la responsable de communication du groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, Géralda Saint-Ville, informe que des agents de la migration et des militaires dominicains ont arrêté jeudi à Carissal, Elias Pigna, 21 ressortissants haïtiens dont 5 commerçantes résidant Thomasik qui fréquentent régulièrement le marché frontalier de Biassou, puis les ont conduits à la frontière de Belader, a-t-elle expliqué. Madame Saint-Ville, qui qualifie cet acte de méchanceté et d'abus de pouvoir, appelle les autorités haïtiennes et dominicaines à redéfinir les accords binationaux relatifs au fonctionnement des marchés frontaliers en vue d'éviter la répétition de tel acte. Géralda Saint-Ville, la responsable de communication du GER, ses propos au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. Des soldats dominicains profitaient, utilisés par des actions rapatriement, arrêter les gens qui viennent
forcer commerçants à la avec eux de manière arbitraire, faire passer une soirée ou du moins en fin d'après-midi d'une lagueur sur l'autre bord frontière. Nous voulons rappeler les derniers faits qui se passaient là, jeudi 9 février, côté que l'autorité dominicaine yo rapatrié 21 ressortissants sous frontière de l'Ader et Liasigna, et parmi eux, il y a 5 femmes commerçantes que ont arrêtées dans la zone Thomastique, plus précisément à Bogbani, qui était à vendre dans un jour marché d'ailleurs, puisque nous connaissons un marché frontalier l'autre bord, et marchands habituellement qui communauté par au traversé pour aller vendre, et soldats dominicains arrêtés, et il y a le mené sous frontière de l'Ader. Alors ça, c'est un acte vraiment de méchanceté, d'abus de pouvoir, puisque nous connaissons habituellement jour de marché qui c'est souvent soit jeudi pour Bogbani et Banika, et lundi et vendredi pour l'autre point frontalier officiel. Toujours il y a une libre circulation de les passagers transfrontaliers ou du moins usagers de la frontière. Nous connaissons des accords qui signent entre l'État haïtien et l'État dominicain pour capable régulariser le dossier sous question du marché binational là. Qui ça autorité ça dit dans le cadre de situation ça? Nous-mêmes nous toujours à parler quand il y a un cas comme ça et nous pas senti de manière officielle une réponse. Peut-être ça a toujours une réponse à préparer, mais malheureusement il n'y a pas jamais rendu au public pour nous connaître en termes de action qui sa autorité haïtienne a fait. Nous connaissons qu'il y a des accords qui peuvent prendre et surtout bon côté République dominicaine il y a plusieurs accords, pas vraiment capable de dire qu'il y a une forte implication autorité haïtienne là-dedans puisque plusieurs accords qui signent sous marché binationaux étaient en espagnol, au moins par devoir d'archives de traduire en français si c'est des accords entre deux pays. Et l'autre point tout, nous devons dire qu'il y a une forte militarisation de frontières là qui fait que c'est toujours des ressortissants haïtiens qui victimes. Okay. Et pourtant, nous toujours pas vraiment jeunes en réplique, même pas même il y a une grande présence même de autorités haïtiennes. Géralda Saint-Ville du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés Gare. En prélude à la journée mondiale des malades observée à travers le monde le 11 février de chaque année, la branche spirituelle de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince a organisé hier un ensemble d'activités dont une journée de consultation gratuite en faveur de personnes souffrant de différentes maladies. Cette activité s'est déroulée en la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception située à l'hôpital général. Des matériels pouvant permettre de prodiguer des premiers soins ont été distribués également à des centres hospitaliers publics du pays. Compte rendu Marie-André Bélange. Cette activité a débuté par des chants de louanges évangéliques et des séances de prière. Des personnes de tous âges et des deux sexes sont venues se faire ausculter à la satisfaction du curé de la paroisse universitaire, le père Franzi Petit-Homme. Nous ne pouvons pas parler de pastoral, d'église, sans que, de manière directe et pratique, par-delà la prière, nous ne pouvons pas essayer concrètement ça nous capable de faire pour aider des personnes en difficulté. C'est pour ça que nous sommes capables de marquer un pile monde sur la croix. Nous savons participer dans l'espace l'hôpital là même, dans une journée de consultation gratuite. Nous faisons parce que nous voulons que symboliquement, il marque l'espace là. Nous connaissons que l'hôpital là est fermé de plusieurs mois et c'est l'espace central qui doit offrir soins dans le pays. Ça doit pousser un pays haïtien pour Journée mondiale des malades à réfléchir sur le problème de santé qui est dans le pays. En la circonstance, des médicaments, des kits sanitaires ainsi que d'autres matériels permettant de prodiguer des premiers soins ont été distribués à des centres hospitaliers tels la maternité Isaïe Gentil, le sanatorium et un hôpital psychiatrique, a expliqué Gladys Prosper, médecin pathologiste et consultante à la pastorale universitaire. Ça arrive nous tandis que y a mettre au monde l'hôpital, y a pas de sérum pour bali. C'est parents qui pour courir dans pharmacie en face à l'acheter une bouteille sérum. Donc nous gagnons un bon stock de soluté, c'est ça y aurait les sérums là, toute qualité
que le docteur a besoin parce qu'il y a diverses qualités. Donc c'est sur lutter ça nous parlons de maternité Isaïe gentil. Avec les intrants, ça veut dire que tout ça a besoin tant pour gaz, coton, tout petit matériel très important et puis certains médicaments de base. Des fidèles catholiques et d'autres personnes ayant bénéficié de cette journée de consultation gratuite n'ont pas caché leur joie tout en souhaitant la pérennisation d'une telle initiative. Cette consultation ne va pas payer 5 ans pour lui. Ça dit un gros bagage. Si tout le monde est maintenant pas là pour ça, on peut faire. C'est pas là seulement nous t'as arrivé. À quel sentiment je dois participer dans cette consultation? Un sentiment de joie, de la foi que bon Dieu a fait un bail pour moi. L'initiative là était bon parce que nous étions malades. Pendant que nous faisons thérapie, on dit nous pour la consultation. Un bon code de consultation. Je fais là, je fais le gratis. Moi, je pense que personne a fait un bel travail pour nous. Que vous nous sommes malades, nous avons pour l'hôpital matin, nous avons moyen capable de consulter là. Lors de cette activité, un chèque de 100 000 gourdes a été remis à l'administrateur du parquet du tribunal de première instance de la capitale, laquelle somme devrait servir pour l'achat de médicaments au profit des prisonniers du pénitencier national. Rappelons que la Journée mondiale des malades a été instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Elle est célébrée en hommage à Notre-Dame de Lourdes. Marie-André Bélange, Vision 2000. Voici